Parfaitement. Bonjour, on Voilà, vous entend bien. voilà, merci Oui, on beaucoup. vous entend parfaitement. Merci à tous. En tout cas, nous remercions déjà les personnes qui sont en ligne d'avoir bien voulu sacrifier une partie de leur temps en ce jour férié pour un peu suivre cette communication de la commission de l'UEMOA. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Moi, je m'appelle Sidi Ndiaye. Je suis le chef de la division des productions animales au département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement de la commission de l'UEMOA. Et nous allons, avec notre collègue Ibrahim Ka, vous présenter un peu ce que la commission est en train de faire dans le cadre de l'opérationnalisation de l'Observatoire régional du foncier rural en Afrique de l'Ouest. Alors, cette présentation s'inscrit dans le cadre de la conférence de l'Union africaine sur les politiques foncières et précisément dans le cadre du masterclass de l'ORFAO. Alors, on ne va pas trop monopoliser la parole compte tenu du délai. Nous avons juste 1h30 pour les présentations et les échanges. Alors, ce qu'il faut noter, c'est juste que la commission de l'UEMOA intervient dans le domaine du foncier depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, avec différentes initiatives et actions qui vont dans le sens d'accompagner les États dans le cadre de la mise en œuvre de leur politique foncière. Alors, une des recommandations, en tout cas, de la conférence des chefs d'État était d'adopter une approche prudente à la place d'une législation. Comme vous le savez, les questions foncières sont assez complexes, sont assez, disons, problématiques dans nos États, les approches différentes selon les États, et vouloir légiférer au niveau régional sans qu'il y ait une prise en charge assez sérieuse et assez correcte de cette problématique dans les États membres risquerait d'être peu inopérante. Donc, c'est pour la raison pour laquelle les chefs d'État avaient recommandé, en tout cas, parmi d'autres initiatives, de mettre en place un observatoire régional du foncier rural en Afrique de l'Ouest qui accompagnerait les États, en tout cas, dans la mise en place de dispositifs d'information, mais aussi pour la Commission, cet observatoire pourrait être un outil d'aide à la décision qui orienterait un peu les actions de la Commission dans le sens, en tout cas, voulu par les États, notamment pour accompagner la mise en œuvre de la politique agricole de l'Union. Donc, voilà de façon résumée une des raisons qui ont motivé la mise en place de l'Observatoire. Et sans plus tarder, je vais en tout cas laisser la parole à mon collègue Ibrahim Ka pour nous faire l'économie de sa présentation. Mais sans, en tout cas, au préalable, vous remercier de votre présence et qui témoigne de l'intérêt des uns et des autres, en tout cas, que vous portez à la question foncière. Merci beaucoup. Monsieur K, je coupe mon micro et je vous laisse la parole. Merci. Merci, merci, M. Ndiaye. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Voilà, merci, M. Ndiaye, pour cette introduction. Donc, dans le cadre de cette 4e conférence de l'Union africaine, sinon du Centre africain sur les politiques foncières qui se tient cette année, nous avons bien voulu organiser cette session, ce masterclass de l'ORFAO qui sera une séance d'information grand public de ce que nous sommes en train de faire relativement à la question foncière et la phase d'opérationnalisation de l'ORFAO. Donc, il s'agit d'une présentation qui revient sur les institutions d'intégration communautaire à l'épreuve de la problématique du foncier
et le lancement de la phase d'opérationnalisation donc de l'Observatoire régional du foncier rural en Afrique de l'Ouest, ORFAO, par la commission de l'UEMOA. Et pour la présentation, je voulais revenir sur quelques points, une introduction et aborder la question pourquoi aujourd'hui la Commission s'intéresse à la question foncière, sinon à la question du foncier rural. Quels sont les principes d'action de la Commission en matière foncière? L'historique, n'est-ce pas, de la question foncière dans l'agenda de la Commission, les résultats qui ont été engrangés avant d'en venir à la phase d'opérationnalisation de l'ORFAO en tant que tel et les activités que nous sommes en train de mettre en œuvre. Je pense en termes d'introduction, je vais revenir sur une étude qui a été faite l'année dernière par Psychodev dans le cadre du CBI 7, avec en tout cas en partenariat avec ILC. Et l'étude avait montré qu'aujourd'hui, on se rend compte que la question foncière, elle est dynamique au niveau des États, au niveau national, au niveau des États. Elle est également dynamique au niveau continental avec des initiatives comme des initiatives au niveau de l'Union africaine, des initiatives au niveau de NEPAD, des initiatives, mais également au niveau du NELGA. Mais le ventre mou des réformes foncières, sinon le ventre mou du traitement de la question foncière, c'est au niveau des instances d'intégration communautaire. Alors que le foncier est un facteur d'intégration. Et à ce jour, il n'y a que IGAD en Afrique de l'Est qui dispose d'un programme, IGAD en tant qu'institution d'intégration communautaire qui dispose d'un programme ficelé sur la gouvernance foncière. Sinon, toutes les autres instances d'intégration sont à peu près timides, n'est-ce pas, dans le traitement de la question foncière. On se rappelle, dans le temps, il y a eu une initiative, n'est-ce pas, au niveau de la CEDEAO pour l'élaboration d'une directive volontaire, d'une directive. Il y a eu également au niveau du SILS un projet d'élaboration d'une charte foncière, mais toutes ces initiatives-là n'ont pas abouti, alors que il y a un intérêt aujourd'hui d'aller vers le rapprochement, sinon l'harmonisation des législations au niveau des instances, au niveau des zones intégrées, d'où cet encouragement des serres, des communautés économiques régionales à s'intéresser à la question foncière. D'ailleurs, ça fait partie même d'une des recommandations de la politique foncière de l'Union africaine, sinon le document qui est aujourd'hui en élaboration. Mais au niveau de la commission de l'UEMOA, comme Sidi l'a rappelé tout à l'heure, il y a eu quand même, n'est-ce pas, cet intérêt à placer la question foncière parmi les actes d'intervention et évidemment ce projet de mise en place d'un observatoire régional sur le foncier rural. Pourquoi s'intéresser aujourd'hui sur la question foncière? Je reviendrai sur trois entrées majeures. Hein. La première entrée, c'est de dire qu'aujourd'hui, la question foncière, quand même, c'est une question qui constitue un enjeu fondamental dans tous les pays, mais également à l'épreuve de la région. Il y a aujourd'hui un croît démographique qui aboutit certainement à une saturation foncière, un phénomène d'accaparement, sinon d'acquisition de la terre en grande échelle. Et ce que la terre aujourd'hui représente dans la sous-région ou bien dans la région, la terre comme principal facteur de source de vie et de survie des populations, mais également une opportunité d'emploi parce que le monde rural, n'est-ce pas, le monde rural mobilise au moins plus de 80%, mais également le foncier constitue une opportunité pour la création d'emplois pour les jeunes. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la question foncière, en raison de ce qu'elle représente, ne peut pas être ignorée, n'est-ce pas, au niveau des pays. Nous avons aussi une dynamique foncière qui est extrêmement importante, hein, avec un phénomène d'encadrement des politiques foncières, que ce soit au niveau de la Banque mondiale, de la FAO, de l'ONU, la BAD, de l'Union africaine. Toutes ces institutions-là sont en train de s'intéresser très sérieusement sur la question foncière. Et en regardant aujourd'hui aussi l'espace sous-régional, sinon l'espace de l'UEMOA, nous avons quand même des États qui ont déjà révisé leur politique foncière et des États aujourd'hui qui sont
en train, n'est-ce pas, d'entamer un processus de relecture, de révision de leur processus foncier. Et tout ça, ça donne un écosystème extrêmement important qui permet, n'est-ce pas, un learning hub, qui permet un apprentissage entre États. J'ai l'habitude de dire que toutes les questions auxquelles un État membre est confronté, il y a eu un moment où un autre État membre a été confronté à la même question et peut-être il y a eu des réflexions, des propositions qui ont été faites. Et l'idée de mettre en place un dispositif qui permet de fédérer, n'est-ce pas, tous ces États-là est effectivement une bonne chose. Nous avons aussi un intérêt des bailleurs, la Banque mondiale qui intervient dans tous les pays, presque la GIZ, BAD. Donc, il y a aujourd'hui un intérêt renouvelé, n'est-ce pas, des bailleurs de fonds par rapport à la question foncière avec la mise en place de projets structurants, soit uniquement sur la question foncière, soit des projets qui emportent des volets, n'est-ce pas, sur le foncier. Nous avons aussi une dynamique de mise en place d'observatoires sur le foncier dans presque tous les pays. Et l'autre entrée, c'est l'entrée par la commande institutionnelle. Pourquoi aujourd'hui la Commission s'intéresse à la question foncière et pourquoi aujourd'hui la Commission a une légitimité, n'est-ce pas, pour cette question foncière-là. D'abord, il faut partir de la PAU, de la politique agricole de l'Union qui a été adoptée en 2001. Et cette politique agricole de l'Union dit dans ces aspects liés à l'activité agricole. Il y a aussi la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue en 2012 à Lomé, à la sortie de laquelle les chefs d'État et de gouvernement ont demandé à la Commission de mener des réflexions sur les réformes foncières au sein de l'Union. Mais également, ont proposé une démarche, c'est ce que Sidi disait tout à l'heure, une démarche de prudence, une démarche de rupture, mais une démarche aussi qui est opérante. Ne pas s'engager dans la mise en place d'un texte communautaire comme cela a été le cas avec la CEDEAO, une initiative qui n'avait pas abouti, mais de mettre en place un dispositif d'observation de la dynamique foncière, mais deux aussi de fournir de l'assistance technique aux États membres. Donc, tout ce qu'aujourd'hui nous faisons relativement à la question foncière est basé sur les conclusions de cette conférence des chefs d'État et de gouvernement. Alors, quels sont les principes d'action de la Commission en matière foncière? Il faut dire que tout ce qu'aujourd'hui la Commission fait relativement à la question foncière est basé sur des acquis. Je dois dire qu'à partir de 2004, la Commission a commandité une première étude sur la question foncière à l'épreuve de l'intégration communautaire. Et cette question foncière, cette étude-là a permis à la Commission de bâtir une stratégie d'intervention sur la question foncière. Et donc, tout ce qu'aujourd'hui nous faisons aussi est informé par cette étude-là. Une étude qui a été relue plus tard en 2009, je reviendrai là-dessus. Mais tout ce qu'aujourd'hui la Commission fait par rapport à la question foncière aussi est placé sous le signe de l'inclusion et de la participation. L'inclusion en interne, avec la mise en place d'un comité foncier, n'est-ce pas, de la Commission de l'UOMA, un comité qui va regrouper l'ensemble des départements, puisque tous les départements de la Commission interviennent d'une manière ou d'une autre sur la question foncière. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que la question foncière ait un traitement inclusif au niveau interne, mais également au niveau des acteurs de la sous-région, qu'on soit le plus ouvert possible, avec la mise en place d'un groupe régional de travail sur le foncier rural, un groupe qui existait, mais un groupe que nous sommes en train de redynamiser et d'élargir à de nouveaux acteurs. Et ce groupe comprend les organisations communautaires, comme les organisations agricoles, je veux dire ROPA, RBM, APES, mais également Hub Rural, CEDEAO, tout ce beau monde-là est compris dans ce groupe régional de travail. Mais ce groupe régional de travail aussi comprend les think tanks comme IPAR ou bien comme GRAF, mais également des individualités, des experts, des personnes ressources dont l'expertise est reconnue sur la question foncière. Et dans chaque pays,
nous avons évidemment un certain nombre de personnes qui participent à ce groupe régional de travail. Ce groupe régional de travail va constituer l'espace de dialogue, de discussion de l'ORFAO, de l'observatoire que nous sommes en train de mettre en place. Mais en même temps, dans ce souci d'inclusivité et de transparence, nous avons mis aussi en place des points focaux. Des correspondances ont été adressées au ministère en charge de l'agriculture dans les différents États membres pour leur demander la désignation de points focaux. Et aujourd'hui, les points focaux sont désignés. Ces points focaux vont constituer les relais officiels, n'est-ce pas, de l'ORFAO à l'intérieur des États. Et nous sommes en train de demander à ce que vraiment que ces points focaux aussi s'ouvrent vers le maximum d'acteurs au niveau des États pour que la mise en œuvre de l'ORFAO vraiment s'inscrive dans ce principe d'inclusion, de participation avec vraiment la contribution de tout le monde. Nous sommes aussi en train de s'ouvrir par rapport à la CEDEAO. L'ORFAO, c'est l'Observatoire régional du foncier rural en Afrique de l'Ouest, mais effectivement, la zone d'intervention de l'ORFAO est petite par rapport un peu à l'espace sous-régional, ou sinon l'espace régional, et nous sommes en train aujourd'hui d'aller en convergence, n'est-ce pas, avec la CEDEAO pour couvrir l'ensemble des pays de la CEDEAO. Mais comme vous comprenez, comme vous l'aurez bien compris, l'ORFAO est à ses tout débuts. Hein. Nous avons vraiment commencé ce processus-là au mois de juin 2021. Donc, nous en sommes au tout début, tout premier mois. Et l'idée, c'est de progresser, de s'inscrire dans la progression et d'avancer, n'est-ce pas, pas à pas. Peut-être nous allons nous focaliser dans un premier temps sur les pays les États membres de la Commission de l'UEMOA, mais l'objectif final, c'est évidemment d'arriver vers les 7 pays de la CEDEAO non membres de la Commission de l'UEMOA. Alors, je disais, par rapport aux dates clés, je disais qu'on peut rappeler l'étape de 2001, n'est-ce pas, sur l'adoption de la politique agricole de l'Union, qui elle-même demandait de s'intéresser à la question foncière. J'ai parlé aussi tout à l'heure aussi de l'étude qui a été faite en 2004 sur la question foncière rurale face aux défis de l'intégration communautaire. Cette étude a été relue en 2009 et a donné lieu à une feuille de route. Et cette feuille de route-là a été transformée en 2014 en projet d'appui à la création d'un environnement foncier favorable au développement du secteur agricole. Et cette feuille de route tourne autour de 4 points. C'est l'apprentissage, sinon la création d'un espace de dialogue foncier entre les États membres, la mise en place d'un observatoire, le renforcement de capacités et surtout la question de la fourniture d'assistance aux États membres en matière de promotion des marchés fonciers, que ce soit les marchés fonciers ruraux ou bien les marchés fonciers urbains. Il y a eu en 2013, plutôt 2013 et 2017, 2 études qui ont été faites dans ce sens-là parce qu'on considère que les marchés fonciers, c'est une question extrêmement importante, surtout dans le contexte d'accaparement des terres et autres. Toujours par rapport aux dates clés, l'étude de faisabilité de l'ORFAO a été faite en 2013 et cette étude a même proposé des scénarios en termes de portage institutionnel de l'ORFAO, soit de la création d'une agence régionale spécialisée rattachée à l'UEMOA, soit de la création d'une association internationale à but non lucratif, ou bien la mise en place d'un projet pilote dont les résultats orienteront le choix institutionnel définitif. Nous sommes aujourd'hui à l'épreuve de la mise en œuvre de l'opérationnalisation de l'ORFAO qui s'inscrit dans le cadre de la 3e option, celle de la mise en place de l'ORFAO en attendant d'être fixé sur, n'est-ce pas, le choix opérationnel définitif. Aujourd'hui, l'ORFAO est lancé sur la base de ressources propres, n'est-ce pas, de la Commission. Toutes ces options aussi cherchent juste à permettre, n'est-ce pas, un meilleur portage de l'ORFAO. Alors, l'étude de marché foncier, en 2018, il y a eu le comité, n'est-ce pas, qui a été mis en place et l'élaboration du site Internet. Et en 2021, maintenant, la phase d'opérationnalisation de l'ORFAO, ou la phase dans laquelle nous sommes. Donc, entre 2004 et 2020, il y a eu effectivement beaucoup d'interventions, ou bien en tout cas beaucoup d'actions qui ont été réalisées par rapport à la question foncière au niveau de la Commission de l'UEMOA.
Certains d'entre vous, sinon, vous connaissez Vincent Basseri, qui était un Français qui était mis à la disposition de la commission par l'AFD. Donc, pendant toute cette période-là, c'est lui qui a appuyé la commission dans le domaine des fonciers. Il a animé un fil d'actualité au niveau du hub rural. Il y a eu l'étude sur le marché foncier, les 2 études qui ont été faites. Il y a eu également des appuis qui ont été apportés dans aux différents États membres dans les processus d'élaboration des réformes foncières, que ce soit au Mali, au Sénégal, au Niger. Vraiment, les organisations paysannes aussi ont bénéficié de cet accompagnement. Donc, il y a eu énormément de choses qui ont été faites et des résultats qui ont été engrangés. Nous en sommes maintenant à la phase d'opérationnalisation de l'ORFAO qui a débuté au mois de juin 2021. Donc, l'ORFAO aujourd'hui n'a que, disons, 5 mois d'existence. Et cet ORFAO s'inscrit dans l'objectif de contribuer à la création d'un environnement foncier favorable au développement du secteur agro-sylvo-pastoral halieutique. Quand on parle d'ORFAO, il y a 5 mots-clés qui reviennent. C'est la documentation, c'est l'information, le suivi-évaluation, la capitalisation et surtout l'aide à la décision, comme le rappelait tout à l'heure M. Ndiaye. Mais, comme je l'ai dit, l'ORFAO va s'inscrire dans la progressivité. Nous n'allons pas peut-être nous engager sur des choses extrêmement lourdes, mais dans un premier temps, l'ORFAO va s'opérationnaliser à travers 3 instruments, principalement un site Internet que nous sommes en train d'habiller, sinon d'alimenter. Et l'alimentation de ce site Internet-là aussi va se faire de manière extrêmement inclusive, puisque les points focaux dans les différents États membres vont être administrateurs de leur page, n'est-ce pas, au niveau du site Internet. D'ailleurs, même dans ce processus de convergence avec la CEDEAO, le site Internet englobe aussi les 15 États membres, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons nous focaliser dans un premier temps sur les États membres de la Commission de l'UEMOA. Il y a aussi un bulletin d'information bimestriel que nous allons produire. Tous les 2 mois, un bulletin va être produit à travers un certain nombre de rubriques, notamment les actualités foncières, qu'est-ce qui s'est passé dans les différents États membres, des contributions, des interviews, des encadrés. Vraiment, ce sera un bulletin bimestriel extrêmement important. D'ailleurs, le premier numéro vient d'être lancé. Et nous sommes dans le processus d'élaboration du second numéro. Il y a aussi la fourniture d'assistance technique aux États membres. Comme je l'ai dit, l'objectif de la commission de l'UEMOA, ce n'est pas certainement dans un premier temps de mettre en place un texte communautaire, mais plutôt d'observer la dynamique foncière et de fournir de l'assistance technique aux États à leur demande, aux États membres, mais également aux autres acteurs à leur demande. Donc aujourd'hui, si un pays rencontre une question par rapport à la question foncière rurale, évidemment, si la question nous est remontée, nous pouvons voir d'abord dans la sous-région, sur cette question-là, qu'est-ce que un tel ou tel autre pays a proposé, ou bien même sortir de la région et aller jusqu'à Madagascar, s'il le faut. L'objectif donc global de l'ORFAO, c'est de contribuer, n'est-ce pas, à l'atteinte des objectifs de l'Union à travers la mobilisation du foncier rural. Alors, les activités, je termine par là, les activités que nous sommes en train de mettre en œuvre, comme je l'ai dit, nous sommes en tout cas, la désignation des points focaux dans les différents pays est presque bouclée. La cartographie des ministères, des institutions, des projets en prise foncière aussi est en train d'être faite dans les différents États membres. Ça permet de constituer en tout cas un bon écosystème, de voir qui sont les acteurs qui interviennent sur la question foncière. Nous sommes en train de redynamiser le groupe régional de travail et de l'élargir à de nouveaux acteurs. Nous sommes en train aussi de lancer une cartographie des experts et des personnes ressources sur le foncier rural. Je pense que certains d'entre vous ont pu accéder à cette cartographie pour renseigner ça, parce que le mailing list de l'ORFAO va être établi à partir, n'est-ce pas, de cette cartographie. La cartographie des organisations de la société civile intervenant sur la question foncière, la cartographie des partenaires et autres, mais également l'appui aux États membres. Toujours dans le cadre de la mise dans le cadre de cet ORFAO-là, nous sommes en train de mettre en place, sinon de produire un bulletin d'information bimensuel, comme je l'ai dit tout à l'heure,
et de participer à des événements pour assurer une visibilité, n'est-ce pas, à leur faveur. C'est dans ce cadre-là que, effectivement, cette session d'information est organisée dans le cadre de la 4e conférence biennale sur le foncier. Alors, ce que nous prévoyons de faire, c'est vraiment d'appuyer l'animation du foncier rural dans les différents États membres. D'ailleurs, nous avons entamé une mission circulaire qui va nous conduire dans les différents États membres. Nous revenons après l'étape du Niger, où la réunion, ça s'est très bien passé avec l'appui de Idileco et de Doyen Bazou. Nous avons poursuivi la mission à Bamako, où nous avons aussi rencontré les acteurs avec l'appui du point focal Maïga. Et très prochainement, nous allons continuer le périple qui va nous amener dans les autres États membres, toujours dans l'espoir, en tout cas l'objectif de remobiliser les acteurs du foncier rural dans les différents États membres. Nous prévoyons donc d'organiser des ateliers nationaux chaque année au niveau des États membres, mais également, nous allons aussi nous intéresser à la question des ODD, les indicateurs fonciers des ODD, les 3 indicateurs fonciers des ODD, et cela requiert évidemment d'entrer en contact avec les bureaux nationaux de statistiques dans les différents États membres. En tout cas, voilà beaucoup d'activités que nous prévoyons de mettre en place, des études, des capitalisations, de l'appui ou bien de la fourniture d'appui aux États membres en termes d'aide à la décision. Voilà, grosso modo, Sidi, ce que je voulais partager avec les participants. Et sachant que c'est une séance d'information grand public, n'est-ce pas, par rapport à la mise en œuvre de l'ORFAO, et que nous sommes ouverts pour répondre à toutes les questions, les sollicitations, ça et là. Merci, je vous remercie. Sidi? Oui, merci beaucoup Ibrahima, merci pour cette présentation. Je profite aussi de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont eu à envoyer des messages via le chat. Madame Seynabou Diouf, Monsieur Tanor Meissa, Monsieur Ghislain et tous les autres, hein, pour l'intérêt en tout cas qu'ils portent à la problématique foncière. Alors, comme vous l'aurez constaté, cette présentation, c'est beaucoup plus, en tout cas, une séance d'information sur l'ORFAO. Mais ce qu'on aura noté de la présentation de M. K, c'est un peu l'importance de l'ORFAO comme dispositif pour accompagner la commission de l'UEMOA dans, en tout cas, la gestion du foncier dans les États membres. Nous aurons aussi également retenu dans sa présentation 5 mots-clés qu'il a définis, en tout cas par la documentation, l'information, le suivi-évaluation, la capitalisation et l'aide à la décision. Avec en parallèle 3 instruments, le site Internet, le bulletin d'information, mais aussi la fourniture d'assistance technique aux États membres. Mais à travers aussi un mécanisme d'intervention qui va se reposer sur les points focaux désignés dans les États membres, la mise en place ou l'existence d'un groupe régional de travail sur le foncier qui est en train d'être élargi aux structures en tout cas identifiées dans la région comme pouvant en tout cas contribuer à cette dynamique, mais également aux personnes ressources. Donc, certainement à travers des initiatives de ce genre ou à travers des forats ou d'autres en tout cas médiums qui nous permettraient d'identifier en tout cas toutes les personnes ressources dans la région, nous allons mettre à profit leur expertise pour également les intégrer progressivement dans ce groupe de travail. Alors, sans encore trop monopoliser la parole, nous allons peut-être ouvrir les débats, les discussions
sur des préoccupations que certains ont suite à cette présentation, mais également sur un certain nombre d'éclaircissements ou des questions ou des zones d'ombre que certains voudraient qu'on les aide à lever afin que, en tout cas au sortir de cette séance, que les objectifs visés à travers cette présentation, qui est notamment l'information sur l'Observatoire régional du foncier rural, soit en tout cas levés. Donc, Monsieur K, je pense qu'avec moi, nous allons essayer de voir au niveau du chat s'il y a des questions, s'il y a des demandes d'éclairage, s'il y a des, en tout cas, des contributions à travers les chats. Ceux qui veulent peut-être poser des questions peuvent lever la main et nous allons les noter, faire peut-être une première séance de... voilà, nous allons noter. Hein. Je vois, Ibrahima, si vous notez, je vois M. Atsé Martial qui a levé la main. Il y a également monsieur Mahaman Touré, monsieur Mbalo Mamadou, voilà, monsieur Dien. Il y a aussi monsieur Yila qui a levé la main, madame Diouf. Voilà, nous avons aussi monsieur Tukpo Okpa, Oscar aussi, qui a levé la main. Donc, si vous le permettez, nous allons commencer par ordre, en tout cas, d'affichage. J'ai noté par ordre d'affichage, nous allons peut-être donner la parole progressivement et peut-être éventuellement, s'il y a d'autres questions, ouvrir encore une seconde liste. Donc, si vous permettez, je vais couper mon micro et donner la parole à monsieur Martial Atsé. Monsieur Martial, vous avez la parole. Ok, bonjour monsieur, bonjour à tous. Merci beaucoup pour la présentation. Je me nomme Atsé Martial. D'abord, je suis le président du réseau africain des jeunes chercheurs. Je suis doctorant à l'université de Félix-Oubani. Aussi, j'ai fait un PhD à l'Institut de gouvernance des sciences sociales de l'Université panafricaine au Cameroun. Je dis merci beaucoup à la présentation du monsieur par rapport au FAO. Bon, c'est la première fois que j'entends ce nom, donc merci encore pour cette présentation. J'ai 3 questions. La première question, c'est est-ce que l'OFAO a déjà fait le recensement des terres dans les 8 pays, puisque c'est l'UEMOA? Est-ce qu'ils ont déjà fait le recensement des terres? Deuxième question, je n'ai pas vu dans les mots-clés la formation et peut-être la gouvernance. Il y a parlé de documentation, information, suivi, évaluation, mais il n'y a pas de formation. Vous nous formez comment? Si nous sommes intéressés par votre observatoire, comment vous nous formez? Comment vous nous apprenez aussi à gérer la gouvernance? C'est très important. Maintenant, la dernière question, ça c'est un peu une idée, bon, pas une idée, mais une proposition. Pourquoi vous êtes passé par les ministères de chaque pays? Par exemple, en Côte d'Ivoire, nous, on a AFOR déjà, l'agence foncière rurale qui existe depuis 2018, je crois. Vous aurez dû passer peut-être par l'agence, c'est vrai, il y a le ministère qui est là, mais le ministère, les papiers vont durer. Avec directement avec l'agence, vous traitez directement. Donc, moi, je proposerais que, si dans, je ne sais pas si dans les autres pays, il y a des agences foncières, mais en Côte d'Ivoire, il y a une agence foncière. Ils ont déjà un siège qui est déjà là. Vous le contactez directement. Ça fait que déjà, vous êtes déjà parce qu'ils donnent plus d'informations sur la Côte d'Ivoire par rapport aux fonciers. Donc, c'était ma proposition, puis mes 2 questions. Merci encore, puis félicitations. Maintenant, comment faire pour adhérer peut-être à votre FAO? C'est la dernière question. Peut-être nous sommes des étudiants, nous pouvons réfléchir à la politique foncière, peut-être pour ça aussi. Merci encore, puis félicitations. Voilà, merci beaucoup, M. Atsé. Nous allons poursuivre pour donner la parole à Mahaman Touré. Nous nous proposons de recueillir l'ensemble des préoccupations, des questions et après tenter d'apporter des éclaircissements et des réponses. Voilà, vous avez la parole, M. Touré. Ok, bonjour tout le monde. Merci à M. Ndiaye et à M. K. Moi, je suis Mahaman Dedeu Touré. Je suis actuellement expert foncier et eau au niveau du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, qui est un projet du SILS. Mais peut-être qu'il me paraît quand même, il me paraît important de rappeler qu'avant ce poste,
J'ai d'abord été entre 1996 et 2004 le principal expert du SILS en matière de foncier. Et par la suite, je suis allé à la CEDEAO où j'ai travaillé pendant plus d'une décennie, où j'étais le principal expert GIR. Et donc, je pense que je suis vraiment, je peux dire en toute modestie que je suis un témoin privilégié de l'évolution du foncier rural en Afrique de l'Ouest. Et donc, mon intervention, c'est vraiment beaucoup plus en termes de témoignage. Je dois d'abord dire que, en fait, l'idée de mettre en place l'ORFAO, donc un observatoire du foncier rural au niveau de l'Afrique de l'Ouest, en fait, a été prise en fait lors d'un atelier qui a été organisé par l'UMOA à Dakar en octobre 2009. Et c'était justement à l'occasion de la validation de l'étude sur le foncier rural face au défi de l'intégration régionale. Donc, au cours de cet atelier-là, il a été convenu effectivement que l'UMOA allait s'atteler à la mise en place d'un observatoire du foncier et que la CEDEAO allait s'occuper des questions de politique et de législation. Donc, il y a eu en fait un partage de rôle. Et effectivement, l'UMOA a commencé à travailler sur ça. Et au niveau de la CEDEAO, je m'occupais un peu du dossier. Donc, au niveau de la CEDEAO, en fait, il y a eu en fait d'abord une étude sur l'harmonisation des politiques harmonisées avec l'Union africaine, le LPI. Et au terme de cette étude, donc, nous avons élaboré en fait un projet de directive sur les projets sur les principes de gestion du foncier rural dans l'espace CEDEAO. Parce que j'ai entendu qu'en fait, que le projet de directive et la charte donc, sur le foncier rural au Sahel en Afrique de l'Est n'ont pas abouti. C'est vrai, mais je pense qu'il faut relativiser parce que j'ai quand même été un peu le maître d'œuvre de ces deux textes. D'abord pour la charte sur le foncier rural. Parce qu'il faut dire que le SILS a été la première institution régionale à travailler sur les questions foncières depuis le milieu des années 84. Il y a eu un grand forum à Praia, donc en 1994, foncier et décentralisation. Et par la suite, il y a eu ce qu'on a appelé le forum Praia plus 9 sur foncier rural et intégration en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est ce forum-là qui a décidé, en fait, de l'idée d'élaborer une charte sur le foncier rural en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Donc, au SILS, avant que je ne quitte, on avait commencé effectivement à travailler sur ce projet de charte. Mais par la suite, le SILS a abandonné, en fait, le projet, l'idée, parce qu'entre-temps, la CEDEAO, qui n'était pas dans un régime supranational, jusqu'en 2006-2007, est rentrée dans un régime juridique supranational comme l'UMOA. Donc, finalement, la charte, c'était un document conventionnel qu'on voulait élaborer. On a dit finalement qu'il fallait donc aller vers la CEDEAO pour avoir en fait un document réglementaire, donc une directive ou un règlement. Et donc, c'est comme ça que, par rapport à ça, que donc l'idée au niveau du SILS a été abandonnée. Par rapport à la CEDEAO, le projet de directive, en fait, il a été élaboré et présenté en fait au Conseil des ministres de l'Agriculture, qui est le Conseil des ministres statutaires de la CEDEAO en la matière, qui en fait avait décidé, puisque la question, comme vous l'avez dit, c'est une question très sensible, et le Conseil des ministres, donc, s'est tenu à Lomé en septembre 2013, a demandé en fait à la CEDEAO de mener des concertations au niveau des pays pour donc approfondir. Mais malheureusement, depuis, en fait, le dossier, parce qu'au niveau de la CEDEAO, il y a actuellement quand même des problèmes de compétences, beaucoup de choses. En fait, la CEDEAO, en fait, s'est mis un peu à retrait et a effectivement décidé de soutenir l'idée de l'observatoire du foncier. Je dois dire qu'en fait, même le projet de directive, en fait, c'est un projet de directive, comme vous le savez, c'est quand même une approche prudente, ce n'est pas un règlement. Donc, moi, je pense qu'on peut mener concomitamment la mise en place de l'observatoire et avoir une législation régionale prudente. La directive, ce n'est pas un règlement, donc c'est une législation qui est d'approche prudente. Donc, il y a ce problème, cet aspect que je voulais souligner. Bon, je vais aller très rapidement. L'autre aspect, c'est aussi de mettre l'accent peut-être sur la capitalisation. Comme je vous ai dit, en fait, l'idée d'observatoire du foncier, le SILS a beaucoup travaillé sur la question. En fait, en avril 1997, le SILS en fait, a organisé un colloque international sur le foncier au Sahel, qui a regroupé toutes les universités des pays membres du SILS, des 9 pays membres du SILS,
Et c'est là que vraiment est partie l'idée réellement de promouvoir les observatoires du foncier dans la région. Et donc, par la suite, les pays se sont prononcés. Pratiquement, le Tchad s'est montré comme le pays vraiment le plus intéressé. Et au niveau du SILT, nous avons appuyé en fait le Tchad, le gouvernement du Tchad, avec l'appui de l'USAID, à mettre en place un observatoire du foncier du Tchad. Donc, des gens ont été formés aux États-Unis, des chercheurs tchadiens. On a mis en place un observatoire qui a été institué par un décret au niveau du Tchad. Donc, il y a eu des subventions du gouvernement tchadien et donc il a commencé en fait à fonctionner. Mais malheureusement, aux dernières nouvelles aujourd'hui, on me dit que cet observatoire est peu fonctionnel. Donc, je pense aussi qu'il faut mettre l'accent sur l'idée de capitalisation et aussi de pérennisation des observatoires. Parce que même avant l'observatoire du foncier du Tchad, il y a eu plusieurs tentatives au début des années 80, 90 et au Mali, avant l'observatoire actuel du Mali, il y a eu d'autres tentatives. Donc, beaucoup d'initiatives en la matière se sont terminées en fait sans résultat. Donc, je pense aussi dans la matière, on doit également veiller à mettre l'accent sur la capitalisation et aussi voir un peu aussi la question de pérennisation de cet outil, parce que c'est quelque chose de très, très sensible. On a tenté l'expérience dans beaucoup de pays et souvent ça a tourné court. Donc, c'est un peu ce témoignage que je voulais apporter en tant que vraiment témoin privilégié, comme je le dis, de cette question au niveau de la région. Merci de votre aimable attention. Ça va, je pense que je me suis fait attendre. On m'entendait, non? Oui, on t'entendait bien. Bien sûr, monsieur Touré. Oui. Vous êtes bien fait entendre avec beaucoup d'attention. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt votre contribution. Je pense que vous êtes un témoin quand même de l'histoire. Il a parlé en tant que témoin. Comme vous l'avez souligné, oui. Comme vous l'avez souligné, nous sommes parfaitement en phase avec tout ce que vous avez dit. Donc, c'est beaucoup plus une contribution, après peut-être des orientations, mais nous allons revenir après sur ces aspects de capitalisation. En tout cas, merci beaucoup pour cette contribution. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Mbalo. M. Mbalo. Oui, bonjour. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Bonjour, Ibrahima. Bonjour à tous les participants à ce webinaire. Fort intéressant, je dois dire. J'ai quelques commentaires et puis au passage profiter pour poser ou mettre sur la table quelques éléments de discussion. D'abord, dans un premier temps, saluer l'idée de l'observatoire à l'échelle région des dynamiques foncières au niveau des pays. Et je voudrais également saluer le dispositif, parce que ma première préoccupation, c'était fondamentalement le dispositif mis en place pour capter les dynamiques foncières au niveau pays. Et je vois là que la communication permet véritablement de saisir ce dispositif. Maintenant, mon commentaire à ce niveau, j'ai cru comprendre que c'est généralement les ministères qui sont ciblés ou les agences. Alors là, peut-être juste attirer l'attention sur la nécessité de veiller à ce que ce processus ou bien à ce que les interrelations ne soient pas spécifiquement des affaires d'État, que ce ne soit pas, les relations ne puissent pas seulement intégrer les ministères, mettre en relation du moins les ministères et l'ORFAO. Parce que on sait qu'au niveau des pays, les ministères n'ont pas souvent la même perception des dynamiques foncières rurales que les autres acteurs, notamment de la société civile. Donc, qu'un ministère soit point focal de l'ORFAO, c'est compréhensible, mais comment assurez-vous aussi que ce ne soit pas seulement les perceptions du ministère que vous prenez en compte, mais que vous prenez véritablement en compte les perceptions des dynamiques foncières des autres acteurs, autres que les ministères, qui peuvent ne pas forcément avoir la même lecture sur les questions ou sur les dynamiques foncières rurales. Du foncier rural. Ça, c'est le premier élément de commentaire. Le deuxième élément, c'est
véritablement poser la question et de manière concrète, comment l'instance communautaire, l'ORFAO, entend effectivement adresser les défis qui seront identifiés dans le cadre des dynamiques foncières rurales. Donc aujourd'hui, vous avez des points focaux, vous avez mis un dispositif, vous essayez de documenter les dynamiques, mais lorsque vous identifiez des défis, quel mécanisme, quel levier actionnez-vous pour vous assurer que vous contribuez à la prise en charge de ces défis-là? Le troisième élément de commentaire est relatif au groupe de travail régional, donc sur les questions du foncier. Je ne connais pas sa composition, encore moins le choix donc des membres qui composent ce groupe, mais je suis intéressé par connaître les mécanismes d'adhésion parce que nous sommes porteurs d'un certain nombre de thématiques ou d'enjeux plus ou moins nouveaux, tels que les défenseurs des droits fonciers, et nous serions intéressés à ce que ce groupe-là puisse pouvoir incorporer donc des acteurs tels que les nôtres pour évoquer éventuellement ce genre de thématiques. Et enfin, le dernier élément de commentaire, conséquemment aussi une question, c'est les mots-clés dont vous avez effectivement fait mention. Et celui qui attire particulièrement mon attention, c'est l'aide à la prise de décision, l'aide à la décision. Là, ma question serait de savoir concrètement comment cette aide-là devra se faire ou va se faire, comment il est envisagé. J'ai noté un certain nombre de canaux qui me semblent être voilà, des canaux plus ou moins génériques et généraux. Donc, je voudrais véritablement comprendre au-delà du site Internet, des bulletins d'information et autres, comment l'instance ou l'ORFAO entend-il véritablement appuyer les États dans le cadre de la prise en charge des défis liés à la gestion du foncier rural. Voilà, merci beaucoup, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, M. Mbalo. En tout cas, vous avez posé des questions assez pertinentes et des préoccupations qui sont réelles. Et nous allons tenter d'apporter tout à l'heure quelques éléments de réponse et de clarification. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre en passant la parole à M. Dien. M. Dien, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Bonjour à tous. Et également, toutes nos félicitations à l'ORFAO pour tout le travail qui a été enclenché depuis le démarrage de ces activités, et particulièrement à M. K. Ibrahima, avec qui nous travaillons au jour le jour, même si c'est à distance, et nous travaillons en tout cas sur la préparation de la mission de la semaine prochaine déjà, qui doit arriver à Dakar. Et pour cette mission, assurez-vous qu'une bonne partie des structures ou institutions en charge du foncier, ou en tout cas qui ont un intérêt dans le foncier, sont en train d'être informées pour qu'elles puissent vous accueillir, échanger avec vous, échanger avec nous tous sur la problématique foncière. Parce qu'il s'agit de la problématique foncière. Je voudrais en parler en tant que point focal déjà de ORFAO au Sénégal, mais également président de la plateforme nationale, le comité de pilotage de la plateforme nationale sur les directives volontaires pour la gouvernance foncière, qui est une plateforme multi-acteurs. D'emblée pour dire que cette plateforme est mise en place, c'est pour éliminer les éventuels conflits qui puissent exister dans ce que M. Mbalo disait tout à l'heure, les perceptions différentes entre les institutions de l'État et les autres. Une plateforme multi-acteurs comme ça ne peut travailler que sur une base scientifique. Et tous les domaines doivent s'analyser de manière scientifique, que ce soit du domaine social, du domaine technique ou d'autres domaines, parce qu'il s'agit de la gestion d'une ressource naturelle de manière particulière de la terre.
Et nous avons trouvé certainement sur le terrain des pratiques qui existent, elles sont ancestrales. Il y a des anciennes coutumes de gestion des terres. Il y a également les États, ou en tout cas l'État également, qui a sa propre façon de gérer la terre. Mais toujours est-il que quand on met en place une telle plateforme multi-acteurs, pour que tout le monde se réunisse et que tout le monde trouve des solutions de manière gagnant pour tout un chacun. Donc voilà un peu, je crois, l'idée d'une plateforme, et que même un règlement au niveau de la CEDEAO, de l'UEMOA, ou que ce soit, peut ne pas être toujours la bonne solution. Nous avons vécu des problèmes au niveau national, des gens à qui l'État a donné des terres, en tout cas qui ont obtenu des terres pour aller mener leurs activités, mais qui ont fait face à des populations au niveau local. Et pourtant, ça, même s'il y a une règle, ou en tout cas une loi sur le domaine national qui dit que c'est l'État qui a la charge des terres, cet État, quand il donne à un investisseur futur national, on connaît le cas de Sédiment, hein, du DG de Sédiment, et qui a eu d'énormes difficultés avec les populations en zone rurale, et pourtant il a gagné des terres. C'est juste pour dire qu'en réalité, tant que les gens ne se mettront pas autour d'une table pour traiter la question de manière scientifique, on risque de ne pas s'en sortir. Et c'est ça, pour moi, l'importance de l'observatoire, qui est un outil d'étude, un outil d'analyse, un outil d'information, mais un outil d'aide à la prise de décision. Et vous l'avez rappelé tout de suite, M. K, dans votre exposé. Véritablement, ces trois éléments, c'est de ça dont on a besoin. Cela étant, je crois qu'on ira plus loin au fur et à mesure des échanges dans le travail, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les plateformes, nous pensons que nous pouvons quand même trouver des solutions, et nous sommes en train de les trouver. Je salue d'ailleurs la présence de Mme Diouf de l'association des juristes à cette rencontre. Là également, l'association des juristes, je crois, est bel et bien membre de cette plateforme. Cette plateforme est donc ouverte à véritablement tout un ensemble d'acteurs qui travaillent avec des études, avec des actions qui sont menées sur le terrain, avec des connaissances qui sont partagées sur la question foncière, pour permettre à ce que les gens puissent aller mettre en pratique peut-être dans d'autres espaces, pour permettre une bonne implication en tout cas de tous les acteurs. Cela étant, je voudrais juste terminer par poser une question relative aux points focaux, parce que quoi qu'on puisse dire, un point focal, c'est quand même un travail qui ne sera pas négligeable, parce qu'un point focal devra se charger au moins de mobiliser autour de Orfao tous les autres acteurs qui s'intéressent à la terre. Et par conséquent, pour la préparation d'ailleurs de la mission de la semaine prochaine, on est obligé de faire le tour des éventuels points focaux, les inviter à s'impliquer, les inviter à participer. Il y a tout un effort à faire, et pour cela, je voudrais savoir qu'est-ce que Orfao prévoit en guise en tout cas d'accompagnement des points focaux, pour en tout cas leur faciliter la tâche pour ce travail. Je vous remercie pour ça. Merci bien. Voilà. Merci beaucoup, M. Dieng. Je pense que c'est des contributions assez pertinentes que nous tous allons prendre en compte dans, en tout cas, les différentes actions et les différentes étapes du processus. Et je pense que vous avez parlé de la nécessité de la mise en place de plateformes, qui est extrêmement important, et je pense que nous allons y revenir dans nos différentes réponses. Je pense que l'Orfao ne pourrait en tout cas véritablement réussir sa mission que si en tout cas les processus en tout cas d'implication ou d'intégration de tous les acteurs du foncier au niveau national, le processus soit parachevé. Sinon, ce sera toujours les mêmes problèmes, et je pense que les uns et les autres l'ont soulevé un peu dans leurs différentes interventions. En tout cas, merci beaucoup pour votre prise de parole. Donc, nous allons poursuivre en passant la parole à M. Yila. M. Yila, vous avez bien
voulez bien prendre la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Très ravi de participer donc, à cette présentation, cette excellente présentation. Je suis Innocent Antoine Wedi. Je suis le coordonnateur de Youth Initiative for Land in Africa, qui est une organisation qui s'occupe des questions foncières au profit des jeunes en Afrique. Et nous sommes en train de travailler déjà dans une vingtaine de pays et nous avons des points focaux dans déjà 20 pays d'Afrique. Et je remercie déjà le docteur K qui déjà met un accent beaucoup plus pointu sur la question du foncier de la jeunesse dans les pays de l'OFAO. Donc, ma question va tout droit. Il y a vraiment une inquiétude qu'il faudra solutionner. C'est l'interrelation, la relation qui va exister entre les organisations de la société civile et les ministères, et surtout les points focaux. Ça, il faut y réfléchir pour que les ministères ne puissent pas constituer un point d'achoppement pour les organisations. Parce qu'il faudra que les interrelations soient des interrelations assez fraternelles pour que nous puissions vraiment satisfaire à tous les besoins et à tous les projets déjà cités par l'OFAO. Deuxième chose, je voudrais savoir quand est-ce que le recensement va prendre fin et à quand la publication des résultats. Également, je voudrais savoir, est-ce qu'il n'est pas possible que dès que tout est terminé, on puisse avoir la liste, donc les organisations qui seront les organisations partenaires de l'OFAO pourront avoir la liste des points focaux pour que, surtout nous qui avons également nos points focaux dans plusieurs pays, que nous puissions aider donc nos différents points focaux à prendre contact avec les différents points focaux de l'OFAO pour vraiment contribuer en matière du foncier sensible à la jeunesse et à la femme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Innocent. Merci beaucoup pour votre contribution. Alors, nous allons poursuivre en passant la parole à Madame Seynabou Diouf. Madame Seynabou Diouf, vous avez la parole. Madame Diouf, si vous nous suivez. Madame Diouf, Monsieur K, vous pouvez lui envoyer un message sur le chat. Ah, bonjour. Ah, bonjour, excusez-moi. Madame, j'imagine que votre micro était fermé. Oui, oui, c'est ça, effectivement, c'est ça. Et j'ai continué à parler même sans l'ouvrir. Merci. C'est pour cela. OK. Bonjour, je salue tout le monde. Et bonjour aussi à M. Dieng et à tous les autres participants. Je félicite aussi le groupe de Orfao qui a fait cet excellent travail. Voilà, moi, je ne sais pas si ma question est déjà prise en compte dans le document qui était en train d'être présenté parce que j'ai été en retard. Mais moi, ma préoccupation, c'était portée sur la question foncière pour les groupes vulnérables. Est-ce que cette question des droits fonciers des groupes vulnérables a été prise en compte par la OFAO? Parce que vu que cette question renferme des enjeux et vraiment des problèmes actuellement auxquels la société civile est en train de trouver des réponses, j'espère que c'est important pour la FAO de lui accorder une place de choix. Bon, je ne sais pas si ça a été pris en compte ou pas. Si je dis groupe vulnérable, je veux parler des femmes, des minorités ethniques et des jeunes.
Voilà, donc sur la question de Mbalo aussi, concernant, je pense, il a parlé d'un comité technique. Bon, on aimerait bien savoir quelle est la composition, comme il l'a dit, et savoir aussi, parce que moi, je pense que ce comité doit regrouper tous les acteurs de la question foncière, y compris les ministères, mais aussi les autres organisations telles que la société civile. Ma deuxième préoccupation concerne les points focaux pour chaque État. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous entendez par point focal? Est-ce que c'est une seule personne qui représente l'État au niveau de OFAO qui est considéré comme point focal, ou bien c'est un groupe de personnes? Parce que, vu vraiment l'importance de la question foncière, pour moi, ce qui était plus adapté, c'est de créer un groupe technique par pays. Un groupe technique qui va vraiment travailler sur la question foncière et partager ses résultats avec OFAO. Et après voir ce qui est à améliorer, quelle contribution les autres peuvent apporter, tout ça. Donc, bon, j'entends point focal, mais je ne sais pas si c'est un groupe de personnes qui a été choisi ou bien une seule personne. Voilà, merci. C'est ça mes préoccupations. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Diouf. Je pense que c'est des préoccupations qui sont assez importantes et pour lesquelles nous allons essayer d'apporter quelques éléments de réponse tout à l'heure. Nous allons donc poursuivre le processus et puis, donc, sans plus tarder, nous passons la parole à M. Touko. Okay, merci beaucoup, monsieur. Oui, allô, merci beaucoup, monsieur Sidi. Je suis très heureux de participer à ce webinaire présenté par, pour ne pas dire, la présentation de notre ami Ibrahim Anka, qui est un ami à moi. En fait, j'ai bien aimé la présentation qui a été brève et concise à mon sens. Il faut dire que j'ai quelques préoccupations par rapport aux points focaux. Je pense que ça a été déjà plus ou moins souligné par notre ami Innocent de Hila et Madame Diouf tout à l'heure. En fait, j'aimerais savoir quels ont été plus ou moins les critères de sélection de ces points focaux-là. En fait, pour revenir un peu sur la question de Madame Diouf, j'aimerais savoir est-ce que ces points focaux-là, ce sont des groupes de personnes, bien c'est un expert national qui a été plus ou moins recruté dans ce sens-là, et quelles sont les conditions dans lesquelles il a été recruté. Est-ce que, par exemple, si c'est un groupe de personnes, bien un expert national, est-ce que le choix a été fait de façon unilatérale par l'OFAO, ou bien il y a eu des consultations au niveau des pays, donc consultation des bailleurs, consultation de la société civile et des différents ministères? C'est ce que j'aimerais un peu savoir. Puis, par rapport au point focal, j'aimerais aussi savoir, rebondir un peu sur la question de l'innocent, parce que c'est des questions d'interrelation entre les ministères, les points focaux et la société civile. Vous savez, le plus souvent, les ministères, plus ou moins, n'ont pas le même point de vue que les membres de la société civile, notamment les ONG. Et voilà, le plus souvent, il y a des conflits et autres. Donc, je voudrais savoir quels sont les dispositifs qui ont été mis en place, par exemple, pour que le point focal puisse faire son travail de façon indépendante. Donc, ce sont les préoccupations qui sont là. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Touko. Je pense que c'est des préoccupations aussi qui ont été soulevées un peu plus tôt par ceux qui vous ont précédé. Nous allons tenter tout à l'heure d'apporter des éclaircissements. Merci. Donc, nous avons le dernier intervenant, M. Ghislain Quentin, à qui nous demandons de bien vouloir prendre la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Ibrahima pour la présentation. Je suis doctorant à l'Université Paris 1 et rattaché au CIRAD à Montpellier. Donc, j'ai pris la présentation en cours de route, donc peut-être que j'ai loupé certaines informations. Mais du coup, j'ai 4 petites questions.
La première, Ibrahima, dans la présentation, a retracé un petit peu l'historique de l'idée et de l'émergence de l'ORFAO. Donc, finalement, l'idée a émergé dès la fin des années 2000, ensuite avec la réalisation d'une étude de faisabilité en 2013, et l'ORFAO a émergé très récemment, donc en tout cas a été opérationnalisé très récemment au cours de l'année 2021. Donc finalement, comment expliquer un petit peu le décalage entre le lancement de l'idée et la mise en œuvre concrète de l'observatoire? Quels ont été un petit peu les facteurs de blocage à cette opérationnalisation? Ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez discuté, réfléchi au lien entre l'ORFAO, donc observatoire à l'échelle régionale, et les observatoires du foncier au niveau national qui existent déjà dans certains pays de l'UMOA? Je pense notamment au Sénégal ou au Mali. Et si vous avez déjà réfléchi à ces liens-là, qu'est-ce qu'il en est ressorti? La troisième question concerne celui des financements de l'ORFAO. Donc, si j'ai bien compris, l'observatoire sera logé au sein de la commission de l'UMOA. Et donc, est-ce que la commission de l'UMOA a dédié une ligne budgétaire annuelle pour les activités de l'ORFAO? Si oui, sur combien de temps? Est-ce que l'ORFAO aura la possibilité de répondre à des appels de projets, peut-être, pour être financé par des bailleurs? Donc, voilà, cette question des financements et du coup, derrière, celle de la durabilité de l'observatoire. Et la dernière question, c'est en lien avec les discussions autour de l'observatoire comme outil d'aide à la décision. Et est-ce que finalement, l'ORFAO sera donc un producteur d'informations et ou de connaissances, dans le sens où est-ce que l'observatoire va uniquement, entre guillemets, collecter des données secondaires, capitaliser et valoriser des données déjà existantes, compiler des informations disponibles, par exemple, sur des sites Internet, via les points focaux, pour ensuite l'organiser, la traiter et la diffuser, donc davantage un peu un rôle de veille foncière? Ou est-ce que l'observatoire sera amené à produire des données primaires, à mener des enquêtes de terrain, à faire de la revue de la littérature, donc pour, in fine, produire de la connaissance, donc des études, des publications pour l'aide à la décision? Et donc, si l'observatoire sera aussi amené à produire de la connaissance, qui sera en charge de ces activités de collecte des données sur le terrain, de production de connaissances, de rapports de recherche, etc. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, M. Crislin. Merci aussi pour ces questions très pertinentes qui ont été soulevées, notamment la question de la durabilité et de la production de connaissances et d'informations. Je pense que on a pu faire quand même le tour. Peut-être nous demandons à tous ceux qui ont fini de poser des questions de baisser la main. Comme ça, s'il y a de nouvelles demandes de prise de parole, on pourra les identifier. Et merci Madame Diouf, merci Monsieur Innocent, Monsieur Dieng. Voilà, pour qu'on puisse identifier ceux qui, en tout cas, voudraient encore prendre la parole à nouveau, puisqu'il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Voilà. Nous allons maintenant essayer de tenter, parce que j'avoue que c'est des questions assez intéressantes, assez pertinentes qui ont été soulevées, sans avoir la prétention de pouvoir répondre avec exhaustivité à toutes vos questions. Je vais essayer d'y répondre progressivement en suivant l'ordre de prise de parole. Et éventuellement, si je me rends compte que certaines réponses ont été fournies lors de mes précédentes interventions, en tout cas de mes précédentes réponses, je vais carrément essayer de passer à une autre préoccupation. Et éventuellement demander à mon collègue Ibrahima Ka aussi, qui a suivi vos interventions, de pouvoir aussi compléter. Alors,
Sidi, Oui. Juste noter qu'on a 20 minutes. Voilà, il nous reste, puisqu'on finit à 12h30. À 12h30, il y aura une coupure. Peut-être que moi, mon intervention ne va pas excéder 10 minutes. Je vais essayer de voir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, mais nous allons essayer d'être le plus bref possible et éventuellement, à travers les autres médiums, les autres cadres de discussion, on pourra vous compléter, surtout que nous allons partager avec vous nos adresses et nos contacts téléphoniques. Comme ça, on pourra poursuivre les échanges. Alors, je salue au passage M. Kofi Alino. Ça, c'est mon partenaire de longue date que je vois connecté. Alors, par rapport à la question, je reviens, ça a été soulevé, des points focaux. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la commission de l'UEMOA, c'est une organisation d'intégration économique et régionale, mais c'est également une institution politique. Alors, la porte d'entrée de l'intervention de la commission, c'est les ministères, en tout cas, qui sont l'ensemble des ministères qui relèvent de la souveraineté des États membres. Alors, la commission de l'UEMOA, pour toutes les initiatives qu'elle met en œuvre, s'adresse directement aux États membres à travers ces ministères-là. Qu'ils soient des subventions, des projets qu'on met en œuvre, des conventions, c'est avec les ministères que nous signons ces conventions-là. Même si, en tout cas, il y a des actions qui sont adressées à des acteurs non étatiques, dans la plupart des cas, c'est le ministère de tutelle à laquelle est rattachée cette organisation que nous, en tout cas, qui est notre point d'entrée. Alors, pour ce qui est de l'Observatoire, nous nous sommes adressés au ministère de l'Agriculture. Alors, la méthode de saisine était une correspondance avec tous les détails concernant en tout cas l'observatoire, les objectifs recherchés à travers l'observatoire et la mise en tout cas la désignation de ces points focaux. Alors, suite à cette saisine, les ministères, en tout cas les États, nous ont répondu. Maintenant, nous n'avions pas précisé un critère, en tout cas un certain nombre de critères pour dire que la personne qui doit être désignée doit répondre à tel ou tel profil, mais nous savons qu'au regard des préoccupations soulevées et au regard de l'importance de la question et des enjeux, nous avons quand même demandé au ministère de nous désigner la personne la plus à même de pouvoir répondre à ce rôle de point focal au niveau des États. Alors, M. Atsé a parlé d'agence. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, il y a l'agence du foncier. Nous avons un ensemble de points focaux qui ont été désignés et qui ne relèvent pas spécifiquement du ministère, qui n'a pas un point d'attache direct avec le ministère de tutelle. Je prends l'exemple du Niger où le point focal, c'est le secrétariat permanent. Voilà, du comité, en tout cas, qui travaille sur le foncier. Au Mali aussi, c'est au niveau du secrétariat permanent. Bon, il est vrai que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore reçu la réponse de la Côte d'Ivoire par rapport à la désignation du point focal. Mais si l'État juge que le point focal, la personne la plus, en tout cas, indiquée pour jouer ce rôle de point focal se trouve au niveau de l'agence du foncier rural, nous n'avons pas de préoccupation, de problème par rapport à cela, pourvu que c'est le pays qui identifie la personne, en tout cas, la plus indiquée pour jouer ce rôle. Alors, par rapport à la question de la prise en charge de ce que nous prévoyons, je pense que nous sommes dans une première phase d'identification des points focaux. Monsieur Dieng, alors nous n'avons même pas encore reçu les réponses de tous les États, mais nous avons quand même un cadre d'échange avec l'ensemble des points focaux. Et je pense que notre objectif, c'est de pouvoir, en tout cas, mettre en place un dispositif assez opérationnel qui nous permettrait de pouvoir, en tout cas,
jouer pleinement notre rôle de pilotage de cette question foncière dans les États membres. Donc, par rapport à votre préoccupation, nous allons trouver un cadre de discussion et d'échange pour voir, puisque comme on vous l'a dit, nous sommes au tout début et c'est un processus qui devait à terme aboutir aux autres États membres de la CEDEAO, donc qui ne sont pas membres de l'UEMOA. Donc, vous comprenez qu'il y a des questions aussi qui doivent être abordées avec la CEDEAO, mais ne vous en faites pas par rapport à ces questions en tout cas, de prise en charge pour que vos missions soient, en tout cas, beaucoup plus, en tout cas, remplies. Ces questions seront prises en charge dans nos prochaines discussions. Alors, par rapport aux relations, je pense que beaucoup, les uns et les autres l'ont souligné. Il y a M. Innocent qui l'a abordé, il y a M. Oscar qui l'a abordé. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que dans certains pays, quand même, ils n'ont pas attendu quand même la mise en place de l'observatoire pour créer un cadre de dialogue, un cadre, une plateforme ou en tout cas un cadre institutionnel d'échange et de discussion sur ces questions foncières. Et nous avons remarqué que dans les pays où ce dispositif existe, en tout cas, il y a une parfaite, en tout cas, cohésion, une parfaite entente et une synergie d'action, ou en tout cas une tentative quand même de prise en compte de toute cette problématique foncière en tenant compte de toutes les sensibilités et de toutes les thématiques pour apporter des solutions à cette problématique au niveau national. Et nous avons bien vraiment noté et bien salué quand même le cadre qui est mis en place au niveau du Niger, avec l'existence même d'un cadre de concertation avec tous les acteurs qui interviennent dans le domaine du foncier. En tout cas, tous les partenaires techniques et financiers, en dehors des acteurs nationaux qui interviennent dans le domaine du foncier, que nous avons eu à rencontrer lors de notre passage à Niamey. Nous avons aussi rencontré le cadre qui regroupe tous les partenaires techniques et financiers qui interviennent spécifiquement dans le domaine du foncier. Nous avons eu une séance de travail assez intéressante avec ce cadre et je pense que des initiatives comme celle-ci pourraient être en tout cas mises à l'échelle, voire pourraient être en tout cas communiquées à l'ensemble des pays pour que, en tout cas, sur des questions de comment je dirais, de duplication, si l'intérêt se fait sentir, et de partage d'expérience, je pense que tout à l'heure, il y en a qui en ont parlé, qu'on puisse quand même voir la possibilité de pouvoir mettre à la disposition des États membres, en tout cas, qui sont dans ce processus-là, de pouvoir s'inspirer de ce que font les uns et les autres. Et je pense que c'est un des objectifs quand même de l'ORFAO, la problématique de l'accompagnement, de l'assistance technique. Tout ça rentre dans ce cadre-là. Je suis d'accord avec M. Touré sur la question de la capitalisation et M. Ghislain aussi l'a souligné. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que l'ORFAO, alors avec ce processus, avait démarré en 2009, et l'étude de faisabilité a été en tout cas faite en 2013. Alors, nous avions à l'époque un seul expert en la personne de M. Bassri qui était chargé d'accompagner le processus. Alors, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'au départ, la commission était partie sur une phase pilote d'opérationnalisation de l'ORFAO. Mais malheureusement, en 2015, alors, dans le cadre de la rationalisation des ressources de la commission de l'UEMOA, alors les chefs d'État nous avaient vraiment demandé de marquer une pause, puisque compte tenu de cette possibilité, en tout cas de cette décision d'aller vers une phase pilote, il fallait recruter du personnel qui devrait accompagner le processus. Alors, au regard des difficultés de mobilisation de ces ressources, nous avons en tout cas un peu ralenti dans notre processus. Et
comme vous l'aurez constaté, en 2018, avec toujours les difficultés financières, la commission de l'UEMOA a décidé même d'arrêter l'accompagnement de M. Bassri. Donc, pour vous dire, depuis 2018, c'est personnellement M. Ndiaye, moi, qui essayais tant bien que mal à, en tout cas, mener les actions et les initiatives qui allaient dans le sens de la question foncière. Alors, c'est en mai dernier, avec le nouveau collège de commissaires, que nous avons quand même eu des instructions pour aller vers l'opérationnalisation. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est qu'en 2017-2018, lors de la rencontre interinstitutionnelle entre la CEDEAO et l'UEMOA, les chefs des deux institutions, les présidents de l'UE, de la commission de l'UEMOA et de la CEDEAO, nous ont instruits d'aller, en tout cas, à l'échelle des États membres de la CEDEAO et de ne pas vraiment nous focaliser sur une phase pilote. Donc, c'est ce qui a fait que, au sortir de cette rencontre, nous avons élaboré des termes de référence pour que l'étude qui a été menée, l'étude de faisabilité pour la mise en place de l'observatoire, soit étendue aux 7 États membres de la CEDEAO, non membres de l'UEMOA. Alors, nous avons transmis les termes de référence et je pense qu'une des préoccupations soulevées par M. Quentin a été mentionnée, en tout cas prise en compte dans cette étude, dans cette volonté de faire l'étude au niveau des 7 États membres de la CEDEAO, c'est en tout cas de réfléchir sur le positionnement institutionnel de l'ORFAO et de nous faire une proposition sur la problématique de la durabilité de l'ORFAO parce que, en tout cas, nous ne voulons pas ou nous ne voulons plus mettre en place des, en tout cas, structures ou des organes ou des institutions dont, en tout cas, le financement va dépendre d'un bailleur ou d'un projet. Et une fois que le financement, en tout cas, fini ou une fois que le projet arrive à expiration, alors l'institution vraiment va souffrir du déficit de financement ou en tout cas va fonctionner au gré des financements ou des projets qui viennent et qui prennent fin. Donc, je pense que c'est une préoccupation réelle que nous sommes en train, en tout cas, de vouloir prendre en compte dans le cadre de cette étude, mais également, nous, à la commission de l'UEMOA, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts quant à la question du positionnement institutionnel de l'ORFAO. C'est parce que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et que nous sommes en train de le porter, que forcément que c'est la commission qui assure le lead. Mais nous sommes ouverts à toute forme, en tout cas, de proposition qui permet de mieux rendre opérationnel cet observatoire. Et ça, je pense que nous pouvons même partager avec vous l'étude de faisabilité qui a été faite et vous allez vous rendre compte des schémas qui ont été proposés dans le cadre de cette étude. Alors, pour ce qui concerne aussi les questions budgétaires, je vous informe que depuis la mise en place, l'Observatoire a fonctionné, ou en tout cas toutes les initiatives foncières ont été menées sur financement propre de la commission de l'UEMOA. Maintenant, depuis 2 ans, voire 3 ans, nous avons constaté quand même une manifestation d'intérêt de beaucoup de partenaires qui veulent accompagner. Nous avions à l'époque été saisis par l'AFD, nous avions aussi, il y a 1 an ou 2 ans, nous avions Oxfam qui nous a aussi approchés. Nous avons quand même constaté un regain d'intérêt des partenaires, je pense que Karl l'a souligné lors de sa communication, sur vraiment un regain d'intérêt des partenaires techniques et financiers qui voudraient vraiment accompagner cet observatoire. Mais maintenant que nous avons aussi M. K à nos côtés, nous allons pouvoir profiter de toutes les opportunités qui sont offertes au niveau international pour éventuellement capter des projets qui peuvent nous accompagner dans ce processus-là. Alors, par rapport à cette question d'outils d'aide à la décision, un outil de production d'informations, de connaissances, de veille foncière, je pense que tous ces aspects peuvent être pris en compte dans le cadre de cet observatoire. Mais vous comprenez bien que toutes ces actions ou
en tout cas, tous ces chantiers ne peuvent pas être pris en charge au même moment. Pour le moment, nous n'avons que M. K, avec moi qui l'appuie dans le cadre de cette opérationnalisation. Et comme nous vous l'avons souligné, que dans le schéma initial, l'ORFAO doit avoir une sorte d'unité de gestion ou de coordination. Alors, ce n'est pas une seule personne qui est en tout cas assez outillée pour prendre en charge tous ces aspects, mais dans les années qui viennent, en tout cas dans ce processus de prise en compte de cet observatoire, de prise en main de cet observatoire, c'est autant une structure de production d'informations, de production de données et d'outils, en tout cas de production de connaissances. Mais tout en notant le fait que dans nos principes d'intervention, il y a le principe de subsidiarité qui est mis en avant. Le principe de subsidiarité qui recommande que ce que les États doivent faire, la commission de l'UEMOA laisse en tout cas aux États le soin de les prendre en charge. C'est pourquoi, par rapport à la question de M. Axé sur le recensement des terres, sur ces aspects, ça relève du domaine de la souveraineté nationale. La commission de l'UEMOA ne peut pas se substituer aux structures nationales pour prendre en charge ces questions de recensement des terres. Maintenant, il est possible que dans le cadre de projets ou d'actions, d'initiatives, tu as 2 minutes, hein? Faut pas... Oui, qu'on mène au niveau régional, que ce soit avec des projets au niveau régional à travers le SILS, puisque le SILS est le bras technique de la CEDEAO et de l'UEMOA. S'il y a des possibilités de prise en charge de ces aspects au niveau régional à travers des projets ou des initiatives au niveau régional, celles-ci pourraient être prises en compte. Alors, peut-être une dernière intervention et laisser à M. K le soin de compléter. C'est par rapport... S'il faut conclure, tu as une minute. Non, laisse-moi terminer, M. K. Je suis bien en face du temps, n'est-ce pas? Alors, c'est juste pour dire que les questions de genre seront prises en compte et ont été même dès à présent intégrées au niveau régional avec la direction genre qui est impliquée dans toutes les initiatives que nous faisons. Merci en tout cas à tous. M. K, si vous pouvez bien compléter, parce que nous n'avons pas eu assez de temps. Merci en tout cas à tous. Et M. K. En fait, mon intervention, c'est juste pour remercier vraiment tout le monde hein, et que nous allons continuer, n'est-ce pas, cette discussion-là. Vous avez les liens. Vous avez donc les liens. Merci de vous inscrire pour faire partie en tout cas du mailing list et toutes les informations seront partagées avec vous, Inch'Allah. Et je partagerai aussi la présentation le mois venu. Merci. En tout cas, merci à tous pour vraiment votre intérêt sur cette question. Je puis vous rassurer que nous sommes en train de prendre en charge ou avec les points focaux d'identifier toutes les structures qui interviennent dans le domaine du foncier. Ce n'est pas uniquement les ministères, mais c'est tous les acteurs de la société civile. Et dans ce cadre-là, nous sommes en train de faire une cartographie de toutes les structures qui interviennent dans le domaine du foncier, dans les États membres, éventuellement avec l'appui des points focaux. Et je vous rassure que nous serons assez inclusifs et prendront en compte tous les acteurs identifiés. Et ce n'est pas uniquement les points focaux, mais également nous avons le groupe de travail qui est là pour accompagner tout ce que nous faisons dans le domaine du foncier. Donc, je voudrais très sincèrement vous remercier et vous souhaiter en tout cas une très bonne fête de la Toussaint et à très bientôt. Merci à tous.